Guet-apens à Châteaucreux, l'enquête retrouvée du commissaire Hervé Poitvin, sa dernière enquête stéphanoise, de Alain Denis, chez Plume d'Ardèche, Actes graphiques. Chapitre 1. La carpe et la bague. Mercredi 24 juin. Il était 6h10 ce mercredi matin lorsque Alain Chaumat, 70 ans bien sonnés, avait déballé son matériel de pêcheur confirmé sur la berge de l'étang de la Ronze, près de Rivas, petite commune de la plaine du Forêt en bord de Loire. Il l'avait fait comme tous les jours, comme toutes les semaines précédentes par une sorte d'habitude, sans enthousiasme, machinalement, comme s'il n'y avait plus que ça qu'il puisse faire. Certes, pêcher ne lui déplaisait pas du tout, mais rien n'était plus pareil aux mois et années précédents, quand Ginette, son épouse, l'accompagnait. Ils se livraient alors entre eux à une sorte de compétition stimulante. C'était à celui qui pêcherait la plus grosse carpe. Et puis, il n'allait mouiller le bouchon, comme elle disait, que les week-ends. Maintenant, c'était tous les jours qu'il se levait aux aurores. Il n'arrivait plus à dormir. Il commençait par déployer son fauteuil pliant de toile verte. Il ouvrait la mallette de plastique noir qui contenait tout le matériel utile. Il déballait la longue canne en blanc de carbone de 4 mètres de long. Il sortait alors le moulinet soigneusement emballé dans un chiffon doux et le fixait sur la canne, vérifiant plusieurs fois sa tenue. Puis il ajustait ses lunettes sur le bas de son nez et, patiemment, il passait le fil de nylon de 35 centièmes au travers des anneaux. Comme chaque jour, il devait s'y reprendre à plusieurs fois. Jamais il n'avait pu réussir du premier coup l'alignement parfait des anneaux. À ce moment, il s'asseyait quelques secondes, regardait l'eau verdâtre immobile et mystérieuse, aspirait une longue gorgée d'air embaumé, sortait une cigarette du paquet de la poche haute de sa veste, l'allumait et se délectait en expiant la fumée de cette première bouffée de nicotine de la journée. Ginette n'aurait pas aimé le voir agir ainsi, elle qui avait réussi à lui faire cesser de fumer. Après 2 ou 3 bouffées, Alain Chaumat sortait le plioir de la ligne qui se composait, après un émerillon, d'un bas en acier avec un gros hameçon de 5 et d'un plomb trilobe. Il s'assurait du bon montage au fil du moulinet et posait la canne à côté de son siège. Cela lui prenait toujours beaucoup de temps, car il était gêné par la cigarette qui se consumait toute seule entre 2 doigts. Il éteignait alors le mégot et le glissait dans une poche où il retrouvait ceux des jours précédents. Puis alors, il déployait l'épuisette. On ne sait jamais, il vaut mieux l'avoir toujours à portée de main. On ignore quand le poisson va mordre. Il rejoignait alors son pliant pour s'asseoir afin d'accrocher un verre à l'hameçon. Ce matin, il avait acheté des verres, de gros verres, des verres canadiens, puisque de nos jours, on n'en trouve que rarement de cette taille dans nos prés. Ginette avait la nausée quand elle les voyait. Mettre un verre sur un hameçon n'était pas chose aisée. Il faut que toute la partie métallique soit recouverte par l'appât, tout en laissant la possibilité au verre de gigoter afin d'attirer l'attention du poisson. Alain était un expert de la pose des appâts. Il le faisait pour la canne de Ginette, mais aussi pour celle de son fils Éric, de sa belle-fille Nathalie et de son petit-fils Laurent, lorsque toute la famille l'accompagnait. Et il trouvait bien qu'on abusait parfois de sa gentillesse. Alors, et seulement à ce moment-là, la pêche pouvait commencer. Debout, il donnait un mouvement de balancier à la canne tenue presque à l'horizontale, juste avec le poignet droit. De la main gauche, il abaissait l'anse du panier du moulinet, en même temps qu'il retenait le fil avec son index droit. Au 3e balancier, il lâchait le fil et toute la ligne s'envolait au-dessus de l'étang. Alain savait mesurer exactement la distance et d'un coup sur la manivelle au moment propice permettait à la ligne de toucher les eaux là où il l'avait décidé. Il posait la canne au sol et se préoccupait alors de planter le support pour la mettre à la calée ainsi que d'ajuster le swinger qui permettait de maintenir la ligne tendue, ainsi que la petite clochette qu'il fixait en bout de sion. Ça aurait été évidemment bien plus efficace si Alain l'avait fait avant de jeter la ligne. Mais il ne s'était pas encore mis en tête la meilleure façon d'utiliser ce matériel nouveau et sophistiqué que son fils lui avait offert pour Noël. Il ajustait la canne, vérifiait la tension du fil. Tout allait bien. Il pouvait s'asseoir et attendre. Il ne manquait pas de patience, surtout depuis qu'il pêchait seul tous les jours. Il fallait tuer le temps, le regard fixé sur le bouchon détecteur de touche. Il vérifiait dans sa poche la présence d'un petit appareil photo numérique. S'il prenait un poisson, il le photographierait avant de le rejeter, afin que personne ne doute de sa prise. Alain était adepte du no-kill. Mais ce matin, il ferait exception. Il garderait le poisson. Éric lui avait demandé de ramener une carpe. Ainsi, il pourrait montrer sa maîtrise culinaire en la faisant cuire en croûte de sel. Il fallait donc qu'une carpe du Forez soit séduite par un verre canadien. Alain Chaumat hésita plusieurs fois à reprendre une cigarette. Et puis zut,
Ginette n'était pas à côté de lui. Il en alluma une nouvelle. Celle-ci, il la fumerait entière. Sauf si une carpe venait soudain se suicider. Non, pour le moment, c'était le calme plat. Aucun frémissement. Un jet passa au loin en cajolant, le bleu et le blanc de ses plumes jetant un trait de lumière au-dessus des eaux vertes. Le soleil commençait à poindre et le reflet des berges dans l'eau devenait de plus en plus net et lumineux. Il regardait toujours ce bouchon qui restait désespérément immobile. Le mégot rejoignit la poche cendrier. Alain Chauma soupira, s'étira, s'ébroua à la fois pour s'extirper de la langueur qui l'envahissait, mais aussi pour échapper aux idées qui revenaient dans sa tête à son insu. Elle concernait essentiellement Laurent, son petit-fils. Sa petite amie, Nelly, était une magnifique jeune fille, gracieuse et intelligente. Laurent en était follement amoureux, et Nelly semblait bien lui rendre cet amour sincère. À 24 ans, c'était le moment pour rencontrer l'amour. Ils formaient un beau couple. Nelly avait été accueillie à bras ouverts dans la famille. Elle était devenue sa petite fille en quelque sorte. Alors, quelle avait été la stupeur de Laurent et de Nelly, mais aussi d'Éric et Nathalie, son fils et sa belle-fille, lorsque solennellement, il avait demandé, pour ainsi dire exigé, que Laurent ne rencontre pas la famille de Nelly. Mais pourquoi ? Pourquoi un tel interdit posé sans explication ? Pourquoi cette oukase ? Il se rendait bien compte que cette demande restait incompréhensible pour sa famille. Il n'avait donné aucune raison. Or lui, il savait, et il ne pouvait ni ne voulait expliquer les raisons de sa demande. Depuis ce temps, tout le monde lui en voulait et se montrait plus distant. Il souffrait de ne pouvoir justifier son exigence qui restait ainsi totalement absurde à leurs yeux. Et ce satané bouchon qui ne bougeait pas d'un millimètre. Ginette était bien sûr dans la confidence. Lorsqu'il y a quelques mois, Laurent leur avait présenté Nelly, Ginette luttait déjà contre la rechute d'un cancer du sein. Les révélations sur la famille de Nelly l'avaient accablé et son état s'était détérioré. Il avait fallu avoir recours à de la chimio plus intensive, nécessitant des séjours hospitaliers, ce qui était le cas actuellement. La réaction psychosomatique n'était pas qu'une vue de l'esprit. Ginette l'avait éprouvé dans sa chair. Alain l'avait constaté dans son cœur. Et le bouchon ne frémissait toujours pas. Alain Chauma se posait toujours les mêmes questions. N'était-ce pas se montrer trop sectaire, trop rancunier d'exiger que Laurent ne fréquente pas la famille Nelly ? Après tout, des années s'étaient écoulées. Les descendants de l'arrière-grand-père de Nelly ne pouvaient être tenus responsables des actes de l'aïeul. C'était vrai. Alain en convenait. Mais il était bien placé pour savoir que dans la famille de Nelly continuaient à couver des idées monstrueuses qu'il jugeait inadmissibles, radicalement, définitivement. En se montrant si férocement intransigeant, n'était-il pas en train de sacrifier le bonheur de son petit-fils ? Ne devrait-il pas révéler à sa famille le passé de cet arrière-grand-père ? Après tout, en poursuivant ses études de master en patrimoine à l'université de Saint-Étienne et ses investigations sur la période de la Seconde Guerre mondiale, Nelly elle-même n'allait-elle pas tomber sur les documents compromettants et révélant les actes odieux commis par son ancêtre ? Quelle serait sa réaction ? Alain remuait tous ses problèmes dans sa tête, le regard fixé sur l'étang. C'est à peine s'il aperçut au ras de l'eau la flèche bleue argentée du vol rapide d'un martin pêcheur. Et ce bouchon qui restait imperturbable. Cela faisait des mois qu'il brogeait. Et de quoi se mêlait-il en fin de compte ? Laurent ne pouvait-il pas être heureux avec Nelly ? Fallait-il charger les frêles épaules de cette dernière des exactions commises par son arrière-grand-père ? Lui, il était prêt à céder, à tout révéler. Mais il était préférable de garder le secret tant que toutes les preuves ne seraient pas rassemblées. Et Ginette était de cet avis. Et Alain obéissait toujours à sa femme. Il soupira profondément. La situation actuelle rendait toute sa famille malheureuse et inquiète. Lui aussi en était accablé. À cette angoisse s'ajoutait bien sûr l'inquiétude concernant l'état de santé de Ginette. Il soupira encore une fois. Comment faire pour ne plus y penser ? Et ce bouchon complètement inerte. Un peu d'action lui aurait fait du bien pourtant. Il se décida à glisser la main dans la poche pour retirer une autre cigarette. Il allait l'allumer quand le bouchon eut un soubresaut. Un rond commença à rider la surface de l'étang. Alain retrouva instantanément la vivacité des réflexes du pêcheur aguerri. Debout, en un éclair, il saisit la canne. Un deuxième soubresaut eut lieu, suivi instantanément d'une plongée rapide. Il ferra. Ça y était, le poisson était pris. Vu la courbure du sion, il devait être d'un beau gabarit. Le moulinet crissa. La bataille commençait. Suivre le poisson tout en restant maître du fil pour ne pas être entraîné vers des fonds herbeux où il s'accrocherait. Lâcher un peu de lest, juste ce qu'il fallait. Le reprendre au moulinet en tirant un peu sur la canne avant de l'incliner à nouveau. Recommencer sans cesse, centimètre par centimètre.
en répétant le même geste, gagner du terrain, ramener la bête vers le rivage. Petit à petit, l'épuiser, lui maintenir la gueule hors de l'eau le plus souvent possible. Oui, c'était une carpe! Une belle, une miroir! Il devait se montrer patient pour gagner, ne pas faire de gestes saccadés, tout en douceur et fermeté. Il s'écoula bien 10 minutes dans ce combat avant qu'Alain puisse apercevoir la gueule mordorée de la carpe au bord de la rive. Elle était belle et grosse. Il fallait faire attention à la dernière manœuvre délicate. Tenant la canne presque verticale de la main gauche, il se baissa et prit l'épuisette fermement en main droite. Il glissa lentement cette dernière sous la carpe qui restait tranquille, la gueule hors de l'eau. Mais d'un coup de queue, elle réussit à s'enfuir de la nasse qui tentait de la prendre. Il fallait reprendre le combat pendant de longues minutes. Ce n'est qu'à la 3e tentative que la carpe se trouva à l'intérieur de l'épuisette. Elle faisait son poids et Alain eut presque du mal à la ramener sur la berge. « Te v'là, ma belle !» dit-il à sa prise. « T'es magnifique. Ouais, tu fais bien dans les 5-6 kilos. » Le poisson se débattait dans l'épuisette. Alain se pencha pour lui enlever l'hameçon de la gueule. « Tu l'as bien avalé, dis donc !» Alain dut prendre un dégorgeoir afin d'enlever l'hameçon sans trop blesser le poisson, délicatement, comme il avait l'habitude de le faire lors des séances no-kill. « Pas de chance, ma belle, je te remets pas à l'eau aujourd'hui. T'es destinée à la casserole. Je prendrai bien soin de toi. Tu seras excellente à déguster. » Alain Chaumard prit le temps d'allumer une dernière cigarette avant de plier tout le matériel. Comme d'habitude, il avait oublié de se munir de sa bourriche. « Tant pis, dit-il encore à la carpe. « Toute façon, tu n'y serais pas rentré. » Il prit la carpe avec les doigts sous une ouïe et regagna sa voiture exhibant sans le vouloir ainsi fièrement son trophée. Il se gara chez lui, mais se rendit directement dans la maison voisine chez son fils. Seule Nathalie, sa belle-fille, s'y trouvait. Elle ne salua pas son entrée. « Bonjour, Nat. Tu as vu? Ça a mordu ce matin. Je la ferai pour ce soir. »« D'accord, mais ne la mettez pas sur la table comme ça. Ça pue. » lui répondit-elle sèchement. Nathalie s'obstinait à ne pas tutoyer son beau-père. « Je la ferai en croûte de sel. Tu as du sel gros? Presque 3 ou 4 kilos vu la taille de la bête. Et des œufs? 3 ou 4, pour faire la croûte avec les blancs et le sel. »« Non, vous n'avez qu'à aller en acheter, » répondit-elle durement. « Oui, j'irai, d'accord, j'irai. Je ne vais pas la vider de suite. Elle est encore vivante. C'est coriace, une carpe. Si je la mettais dans la baignoire, elle nagerait à nouveau, tu sais. »« C'est horrible. Pauvre bête, » fit Nathalie en haussant les épaules. « Bon, je la préparerai chez moi. Ne t'inquiète de rien. »« Ça sera mieux ainsi, » lança-t-elle froidement. « Au fait, vous avez des nouvelles fraîches de l'hôpital? Vous avez téléphoné ce matin? »« Non. Et vous? »« C'est d'abord à vous de prendre des nouvelles de ma belle-mère, non ?» rétorqua Nathalie impitoyable. « Laurent et Nelly seront-ils là pour manger ce soir? »« Oui, bien sûr. » Alain Chaumard regagna dépiter sa maison. Décidément, sa belle-fille lui battait froid et refusait de discuter avec lui gaiement, comme elle le faisait auparavant, avant qu'il n'émette cet oukase imbécile. Interdire la visite de la famille de Nelly. Alain grignota plutôt qu'il ne mangea à midi. Un peu de pâté de campagne, une tranche de comté, un verre de vin rouge et ce fut tout. Il téléphona à Ginette qui lui assura se sentir mieux. Elle lui annonça qu'elle sortirait dans 2 jours. Il fut rassuré. Il fit alors une courte sieste puis alla acheter les produits nécessaires à sa recette. Une journée insignifiante, une journée de retraité. Vers 18h, il se mit au travail. Il écaillait la carpe dans une grande bassine d'eau quand il vit son fils Éric rentrer chez lui. « Alors, papa, tu as fait une bonne pêche, à ce qu'il paraît ?» demanda ce dernier. « Eh bien oui. Tu vois, c'est une grosse qui a mordu. Il y en aura assez pour tout le monde. On va se régaler, tu verras. Et toi, ça s'est bien passé ta journée ? » « Oui, rien de particulier à signaler. On arrive à la fin de l'année universitaire, c'est plutôt cool. »« Oui, mais il y a les examens, les copies à corriger. Tout ça, ce n'est pas folichon. »« Eh oui, mais l'évaluation est un mal nécessaire, non ?» dit philosophiquement Éric, professeur de mécanique à l'IUT de Saint-Étienne, en regardant son père planter un ciseau dans le ventre de la carpe. Alain glissa la main dans les entrailles du poisson et en retira un fatras sanguinolent de boyaux, foie, vessie natatoire. Il sentit un objet dur sous ses doigts. Il le sortit de la ventraille étalée et l'essuya un peu. Tiens, une bague. Une carpe baguée? C'est étrange, non? Remarqua Éric. Plutôt étrange comme endroit pour trouver une bague, en effet, répondit le père. C'est pas ce genre de bague que mettent les associations halieutiques. Le père se leva. Éric l'entendit faire couler l'eau de l'évier. Au bout de longues secondes, Alain Chaumard réapparut tenant la bague propre entre 2 doigts, au bout de son bras ballant. Éric remarqua de suite la blancheur extrême du visage de son père. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demanda-t-il. « Quelque chose ne va pas? Tu ne te sens pas bien? C'est la bague ?» Alain Chaumard sembla sortir d'un rêve.
Il se secoua, regarda la bague et la glissa dans une poche de son pantalon. « Non, non, ça va, dit-il d'une voix terne et sourde. « Tu en es sûr ?» reprit le fils. « Oui, oui, ça doit être l'odeur et la vue des entrailles qui m'ont gêné cette fois. »« T'en es sûr ? Tu es pourtant moins sensible que maman pour ça. »« Oui, tout va bien. Rentre chez toi, je la fais cuire ici. Dans 1 heure et quart, ça sera prêt. À propos, ta mère sort de l'hôpital dans 2 jours. Très bien alors. À tout à l'heure, on cassera la croûte de sel, dit encore le père en esquissant un sourire timide. C'est sur une grande lèche frite qu'Alain amena triomphalement le résultat de sa cuisson. Ça sentait bon le thym, l'échalote et le citron. C'est à lui que revint l'honneur de casser la croûte et de faire apparaître la peau marron-grise de la carpe qui s'enleva sans effort. Alain préleva méticuleusement les filets. Le mélange d'oseille, thym et échalote dont il avait farci le poisson exhalait une délicieuse odeur. « Bravo, papy! Tu es fin pêcheur et aussi fin cuisinier, dit Laurent. Tout le monde sembla apprécier le repas. Alain avait la tête ailleurs. Il ne porta aucune attention à ce qu'il mangeait. Tout le monde remarqua sa fatigue. « Ça va pas fort ce soir. Tu devrais aller te reposer, lui conseilla Laurent. « Oui, depuis que tu as découvert cette bague dans le ventre de la carpe, on dirait que tu es contrarié, dit Éric. Mais non, ça n'a rien à voir, un peu fatigué, c'est tout. Je manque de sommeil, c'est tout, affirma Alain qui, néanmoins, prit très vite congé de la famille après le repas. Lui, Alain, savait. Il avait reconnu la bague. Il sentait confusément que sa famille courait un grand danger. Mais quel danger? Qui serait avisé? Il l'ignorait. Il devait aller trouver la police. De ça, il en était convaincu. Il dormit très mal, hanté par des images confuses du film Nuit et brouillard d'Alain Resnais, accompagné des paroles de Jean Ferrat. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, et entrecoupé de photos de Nelly, le visage en pleurs.